Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et aujourd'hui à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not, je te présente le jeu Stygian Society qui est un jeu de Kevin Wilson fait par la compagnie Hape Advanced Primate Entertainment. Kevin Wilson, c'est le designer qui avait fait Horror Arkham, qui est un de mes jeux préférés, comme beaucoup le savent. Qu'est-ce que c'est Stygian Society? C'est un jeu coopératif qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. On va se former un groupe d'aventuriers qui va avoir, puis on est à l'époque victorienne, on a une espèce de mousquetaire, on a différents personnages qui ont... C'est dans le fantasy, mais avec une petite touche un petit peu plus originale, de tout à mon sens, un fantasy plus récent, plus réaliste, si je peux le dire comme ça. Et on va avoir à grimper sur une tour de façon littérale. Fait qu'on va avoir à grimper sur les différents étages d'une tour avec une figurine qui représente notre chevalier jusqu'à temps qu'on se rende à la dernière tour, sur le dernier étage de cette tour-là, où on va affronter le propriétaire de la tour, le méchant machin ou la méchante sorcière ou le démon qui est en haut. Si on bat ce personnage-là, ce vilain-là, on va remporter la partie. C'est aussi un jeu de tour à cube. Je sais pas comment le prononcer, je sais pas si c'est un genre. Fait qu'un peu comme il y a dans Edge of Darkness ou comme il y a dans d'autres jeux un petit peu plus anciens. Fait que la mécanique principale du jeu, c'est qu'une fois qu'on va choisir une action, on va prendre une série de cubes, on va les lancer dans la tour. Certains cubes vont rester prisonniers de la tour, d'autres vont sortir de la tour. Il y a une zone du plateau de jeu où les cubes vont être doublés si les cubes tombent dans cette zone-là du plateau. Puis ensuite, le tour du méchant va utiliser ces cubes-là, les cubes qui sont associés au mal, pour déclencher différents effets négatifs contre nous. Puis le joueur actif va pouvoir utiliser les cubes qui sont tombés là-dedans aussi pour déclencher ses propres effets de jeu. Puis ensuite, on va rouler comme ça jusqu'à temps que tout le monde soit mort ou qu'on atteigne l'objectif qui a été fixé en début de partie, d'aller battre ce vilain. C'est un jeu que j'attendais beaucoup. C'est un jeu qui est issu de Kickstarter. Ça n'a pas été un énorme succès. C'est un jeu qui a eu quelque chose comme 70 000 sur Kickstarter. Fait que c'est un très petit succès, mais c'est quand même une belle production. Fait que j'avais des grosses attentes. Est-ce que c'est aussi bon que ce que j'espérais? Bien, on va aller voir ça. Je te montre comment on joue, comment on l'installe, comment on y joue. Et je te dis à la fin ce que j'en pense. Donc, au niveau du placement du jeu, comment on va faire pour installer ça? La première chose qu'on va faire, c'est installer notre plateau principal qui est la tour AD. La tour AD va venir sur un petit plateau qui ressemble à ceci. On a une espèce de petit clôture de pâturage à l'installer là-dessus. Et on va avoir la tour elle-même à aller placer sur le plateau au début de chaque partie. La tour va avoir différents niveaux qui sont notés avec les chiffres là, qui vont de 1 jusqu'à 6. Le 1 est imprimé directement sur le plateau et la tour, elle se range déjà montée dans la boîte de jeu, fait qu'on fait juste la sortir et la placer comme ça. On va avoir une petite figurine qui représente notre groupe d'aventuriers qui ressemble à ceci, qu'on va aller placer sur le chiffre 1, qui va aller juste là. Il y a également à côté un plateau qu'on va avoir à préparer qui va pister les différentes valeurs importantes du jeu. Il va avoir la valeur de péril, qui est une valeur importante dans chaque étage du jeu. On a un petit jeton qui va commencer sur le 0. On va avoir une valeur de points de vie, de blessure pour notre groupe d'aventuriers. Chaque héros n'a pas ses propres points de vie. Il y a une valeur collective de points de vie pour le groupe. Et on a une valeur maximale qui part à 25. On peut la monter si on veut se faire une partie plus facile. Mais la valeur suggérée, c'est de 25 pour le nombre maximum de blessures qu'on peut avoir. Évidemment, on commence avec 0 blessure. On va avoir 2 pistes d'expérience à monter. Il y a notre expérience actuelle qui commence sur le 0. Et il y a notre objectif d'expérience qui va commencer sur le 8. Le principe du jeu, si à force de faire l'expérience, évidemment, on va monter là-dessus. Quand un jeton rejoint le deuxième, ben, on va avancer le deuxième d'une case, puis le premier jeton va revenir à 0. Fait que notre prochain niveau va nous coûter un point d'expérience de plus à faire. On a un jeton de chance comme ça ici. On a 3 actions qui vont commencer sur le 0, le jeton de chance, soit dit en passant. On a 3 actions génériques qui sont toujours disponibles en cours de partie. Et on va avoir 2 paquets de cartes à préparer au bout. Il y a un paquet de cartes de coffre, chest, qu'on fait juste brasser, mettre ici, puis un paquet de cartes de trésor. On va le brasser puis le placer, puis on s'assure de commencer avec la pile Treasure Card Lower, qui sont les 3 premiers étages du jeu. Et on va avoir une autre pile de trésor pour les 3 étages suivants, plus tard dans la partie. De la même façon, il y a différentes cartes, il y a différentes choses qu'on n'aura pas besoin en début de partie, on va les mettre de côté. Les cartes pour les pièces supérieures, les mid-boss et les sorciers, les magiciens, les sorcières,
de fin de partie. Tout ça, on peut mettre ça de côté. Ce qu'on va avoir besoin par contre, ce sont les cartes du niveau actuel. Celles-là, on va les mettre près de la surface de jeu pour que chaque joueur y ait accès. On va avoir également des piles de cartes monstres. On a une pile rouge, une pile jaune, une pile verte. Il y a également des figurines pour chacun de ces types de monstres-là qui viennent. Ces cartes-là, on n'a pas besoin de les brasser. On va aller fouiller dans ces paquets de cartes-là au besoin. Fait qu'on peut les placer près de leur pile de figurines respectives. On va en avoir besoin plus tard. Là, on a également différents jetons. Fait qu'on a les cubes de péril qui sont les cubes rouges, noirs et jaunes. On a les cubes héros qui sont les verts, les blancs et les bleus. On a les marqueurs de blessure qu'on va utiliser pour les monstres. Et on va avoir des jetons de statues qu'on peut placer soit face cachée quelque part sur la table. La face cachée, c'est la face noire. Ou les mettre dans un petit plat comme j'aime bien faire parce qu'on va avoir besoin de piger ces jetons-là au hasard. Finalement, la dernière chose qui va rester à faire, c'est de faire le placement de notre héros personnel. Fait qu'on va aller choisir l'un des héros du jeu. Les héros sont recto-verso, ils sont identiques à part l'apparence. Fait qu'on peut choisir Goffy. Disons que j'ai choisi le héros docteur. On va se faire une petite zone de jeu. Le docteur a une action de base qui est imprimée dessus. Et le docteur a une série de cartes de compétences. Les séries de cartes de compétences sont divisées entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. On va aller prendre toutes nos cartes niveau 1, on va les brasser ensemble, puis on va choisir une au hasard qui est notre compétence de départ. Notre mise en place individuelle est faite. Tout ce qui reste à faire pour la compléter, c'est d'aller chercher un petit deck de cartes de statut, justement. Il y a 4 cartes, on vérifie qu'on a bien nos 4 bonnes cartes. Fait qu'on a Weakened, Stricken, Curse, Incapacitated, qui vont avoir des jetons qui vont se placer dessus si jamais on est atteint de ces statuts-là. Pour l'instant, on se garde ça pas loin de notre zone de jeu. Puis quand tout ça est fait, ben on est prêt à commencer à jouer. Comme d'habitude, première étape, comment gagne-t-on ou perd-on à Stygian Society? On va perdre d'abord si nos points de blessure rejoignent le maximum de points de blessure qu'on peut subir. Comme ça ici, fait que si on est à 25 et notre marqueur de blessure sera à 25, ben on est éliminé, on perd la partie. Il y a également, dans chaque pièce qu'on va avoir, il va y avoir une note concernant le péril de la pièce. Fait que si présentement je suis sur l'étage Pulling Strings, je reviendrai sur les autres informations plus tard, mais le marqueur de péril, il va monter au fur et à mesure que la partie va avancer. Et si le marqueur de péril atteint un chiffre précis, dans ce cas-ci c'est 20, ben, the hero loses the game. The heroes lose the game. Fait que si mon marqueur de péril, pendant que je suis sur cet étage-là, atteint 20, la partie est perdue. Et le marqueur, il peut changer selon l'étage dans lequel je suis. Si j'étais dans l'étage Crushing Walls of Doom, ben, le marqueur de péril me ferait perdre la partie s'il atteint le chiffre 16. Les héros, à l'inverse, vont gagner s'ils battent le sorcier, le magicien ou la sorcière qui contrôle cette tour-là. Au fur et à mesure qu'on va réussir des étages, on va monter, à chaque fois qu'on réussit à éclairer un étage, on va monter à l'étage suivant, littéralement, physiquement, qu'on va monter à l'étage 2. Si on éclaire l'étage 3, on va monter l'étage 2, on va monter à l'étage 3, qui est de l'autre bord de la tour, soit dit en passant. Ensuite, 4, 5, 6. Sur le dernier étage, sur l'étage 6, qu'on voit complètement en haut de la tour, on va affronter le machin, puis si on bat le machin à cet étage-là, on va remporter la partie. Première étape qu'on va avoir à faire, c'est d'aller préparer son étage. Aux étages 1 et 2, pour préparer l'étage, on va piger une carte de Room Card Lower. À l'étage 3, on va aller piger une tuile de mini-boss. Je reviendrai plus en détail quand on sera rendu. À l'étage 4 et 5, on va aller piger des Room Card Upper. Et à l'étage 6, on va aller piger au hasard une tuile de magicien pour préparer notre étage. Quand on pige une de ces cartes-là, ben, qu'est-ce que ça me donne comme information? Je suis à l'étage 1, je pige donc une Room Card Lower. Je vais avoir à regarder surtout ce qui est ici. Là, il y a une espèce de choix visuel qui est un peu étrange. On doit imaginer la carte comme ça. On a une rangée d'ennemis qui est au front, une rangée d'ennemis qui est à l'arrière, mais on va lire les informations comme ça. Fait que je vais quand même le placer ici. On voit que j'ai 3 ennemis jaunes. Fait que je vais aller me chercher 3 figurines jaunes. On voit que j'ai 2 ennemis noirs. Je vais aller me chercher 2 figurines noires. Et pour savoir quels sont ces ennemis-là, ben ça va être écrit juste dans le haut ici. Fait que j'ai marionnette jaune, rider noir. Je vais juste y aller de gauche à droite. Fait que dans le deck de cartes jaunes, je vais aller chercher mes marionnettes qui sont ici. Et dans le deck de cartes noires, je vais aller chercher mes riders qui sont juste ici. Fait que ça, je vais pouvoir les placer comme ça.
marionnettes Rider. J'ai des caractéristiques, je vais les placer ici juste pour qu'on les voit bien. J'ai des caractéristiques à ces créatures-là, j'ai leur nombre de points de vie, j'ai leur expérience qu'ils vont me donner à chaque fois que je réussis à en battre une, et je vais avoir leurs actions qu'ils peuvent faire qui est imprimée sur leur carte. Sur mon petit plateau, pour m'en rappeler, je vais aller les placer littéralement comme ça. Fait que je sais que j'ai 3 marionnettes à battre, 2 riders à battre ensuite. Si je claire ces 5 monstres-là, j'ai réussi à clairer l'étage. Puis on va passer au setup de l'étage numéro 2. Là, j'ai d'autres éléments à faire dans le setup. Je vais toujours complètement éclairer mon champ. Fait que tous les cubes qui sont placés juste ici, c'est un jeu qu'on va laisser tomber des cubes dans la tour qui est juste là. Fait que tous les cubes qui sont juste là, on va les enlever s'il en reste. Par contre, les cubes qui sont dans la tour, ceux-là, je vais les laisser là. Je ne ferai pas exprès de faire tomber davantage de cubes. Mais s'il restait des cubes à l'intérieur de la clôture ou dans le champ, je les tasse pour commencer l'étage en cours. Ensuite, je vais ramener mon péril à 0 au début de chaque étage. Puis, quand ça c'est fait, ben là, on va être prêt à commencer les tours de jeu en tant que tel. La structure du tour de jeu à Stygian Society est quand même relativement simple. La façon dont ça fonctionne, c'est que le joueur actif, en début de jeu, on suggère de prendre le chevalier s'il est disponible, sinon de prendre le docteur, si je ne me trompe pas, comme premier joueur actif. Le joueur actif va décider de l'action qu'il veut prendre. Cette action-là va lui donner accès à différents cubes. Par exemple, si je prends mon chevalier a déjà une action de base qui est imprimée. L'action de base me dit que c'est une attaque de mêlée. Je peux choisir une cible dans la rangée du front, donc dans la rangée de face. Et je vais avoir à laisser tomber 2 cubes bleus et un cube gris. Cube gris, ça veut dire de la couleur de mon choix. Fait que ça pourrait être 3 bleus, 2 bleus, un blanc, 2 bleus, un vert. Disons qu'il décide de faire son action à 3 cubes bleus, dis-je, non pas des bleus, mais 3 cubes bleus. Fait qu'il va commencer par se faire une réserve des cubes qui correspondent à l'action qu'il a choisie. Et ensuite, selon l'étage sur lequel on se trouve, on va ajouter le nombre de cubes que le péril me demande d'ajouter. Fait que dans ce cas-ci, un rouge, un jaune et un noir. C'est généralement pas mal toujours ces trois-là. Et ça va lui donner une réserve de cubes. Fait que dans ce cas-ci, dans l'exemple de mon chevalier, j'ai les 3 cubes associés au péril, j'ai les 3 cubes qui ont été choisis par le chevalier. Et quand son action a été choisie, ben, il va simplement laisser tomber les cubes dans la tour. Et les cubes, certains vont tomber de la tour. Fait qu'on voit ici que ces 3 cubes bleus sont sortis de la tour. On voit que le cube noir il est tombé à l'intérieur de la clôture, le cube jaune est tombé à l'extérieur, puis visiblement, le cube rouge est tombé à l'extérieur, puis le cube jaune est resté pris à l'intérieur. Quand il a lancé ses cubes, on va résoudre l'action du mâle en premier, puis ensuite, on va résoudre l'action du joueur qui a été choisi. Ce que je veux dire par résoudre l'action du mâle, c'est qu'on va toujours suivre l'ordre des cubes qui est ici. Fait qu'on va regarder, est-ce que les cubes rouges déclenchent un effet? Oui, s'il déclenche un effet, on va dépenser les cubes rouges, puis on va déclencher l'effet en question. Ensuite, on va faire la même chose avec les cubes jaunes, puis on va faire la même chose avec les cubes noirs. Quand les 3 effets du mal sont faits, le joueur va pouvoir prendre l'action qu'il avait choisie au début de son tour. Fait qu'une fois que tout ça est fait, mon joueur ici va pouvoir résoudre l'action qui est écrite sur son texte. Fait que comment ça marche pour résoudre les cubes du mal? Mais premièrement, les cubes rouges. Si j'avais une carte rouge, je vais aller lire sur cette carte-là s'il y a un effet qui dépend des cubes rouges. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas parce qu'il y avait juste des ennemis jaunes et noirs. Fait que quand c'est le cas, on va aller voir directement sur la carte d'étage. On va toujours me dire ici, s'il n'y a pas d'ennemis de la couleur appropriée, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on voit ici, c'est la même chose pour les 3 couleurs. Si j'ai pas d'ennemis rouges, ben quand je suis rendu à une accumulation de 3 cubes rouges, je les dépense et je monte le péril de 2. Fait que dans ce cas-ci, si quelques tours plus tard, on commençait la faire, après avoir lancé les dés, on était comme ça, ben on dépense les 3 cubes rouges, on monte le péril de 2. Le péril, quand il monte, éventuellement, il va me faire perdre la partie, mais il va déclencher des effets également qui se déclenchent immédiatement dès qu'on atteint ces valeurs-là en péril. Donc, si on arrive à un péril de 4, on regarde, est-ce qu'il reste des riders? Si la réponse c'est oui, ben le héros il est weakened 2 fois. Ça, je vais expliquer les statuts dans quelques instants, comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est pour quand il n'y a pas de vilain. Mais quand il y a des vilains, comment ça fonctionne? Disons encore une fois, je suis quelques tours plus loin et après avoir lancé les cubes, j'ai 3 cubes jaunes de disponibles. Ben, j'ai une carte jaune, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait. La carte jaune me dit, je vais dépenser 2 cubes jaunes pour faire 1 de dégâts au groupe pour chaque marionnette qui est sur le plancher. Je vais ensuite enlever tous les cubes jaunes puis faire 1 dégât supplémentaire pour chaque cube qui a été enlevé. Donc, je dépense 2 cubes jaunes. Il reste 3 marionnettes
sur le plancher, donc on subit 3 de dégâts. J'enlève tous les cubes jaunes restants, on subit 1 de dégâts supplémentaire. Les cubes jaunes sont résolus. Les cubes noirs vont avoir un effet similaire. Je fais juste regarder sur la carte qu'est-ce que ça va faire quand ils vont se déclencher, puis on n'oublie pas de dépenser les cubes. Je précise que tous les cubes qui tombent dans le centre vont compter pour double. Fait que si dans le cas de ma marionnette, il y a un seul cube jaune qui tombe au centre, ben l'effet se déclencherait parce qu'elle n'a besoin que de 2 cubes jaunes pour se déclencher et les cubes au centre sont doublés. Je sais donc aussi qu'au prochain tour, il y a une bonne chance que cet effet-là se déclenche parce que j'ai déjà un cube noir qui compte pour 2. Si les ennemis sont éliminés, au fur et à mesure, vous vous doutez, là, j'arrête pas de les déplacer de la carte. Normalement, on les laisse sur la carte, mais moi, j'essaie de vous montrer ce qui est dessus. Au fur et à mesure qu'on élimine des ennemis, ça se peut qu'éventuellement, on défausse la carte parce qu'il n'y en a plus. Les cubes jaunes vont continuer à faire un effet, mais là, on va aller voir ici. Comme il n'y a plus d'ennemis jaunes, ben, à chaque 3 cubes jaunes, on va monter le péril de 2 de la même façon que les cubes rouges. Et ça, c'est pour le tour du mal. Fait qu'on fait toujours dans l'ordre rouge, jaune et noir. Toujours dans cet ordre-là. Puis quand les trous, on dépense les cubes au besoin. Puis quand les effets sont faits, ben là, c'est au joueur de jouer, de prendre son tour. Et il va le prendre exactement de la même façon. Il va aller lire son effet. Dans son cas, à lui, ça dit je fais 3 de dégâts à une cible de mon choix, plus 2 dégâts additionnels pour chaque 2 cubes bleus supplémentaires que je dépense. Fait que là, le joueur pourrait décider je vais dépenser ces 2 cubes-là pour faire 3 de dégâts à une marionnette, à la marionnette que j'avais ciblée au début de mon action. Ou je pourrais décider de les laisser là pour essayer de faire un plus gros coup pour plus tard. Si j'avais été chanceux, peut-être que j'aurais pu tomber comme ça. Donc j'aurais pu dépenser ces 2 cubes-là pour faire un 3 de dégâts. Et ces 2-là, parce qu'ils comptent double, pour faire un 2 de dégâts supplémentaires, éliminant du coup une marionnette. Parce que les marionnettes ont 5 points de vie. Disons que c'est ça qui est arrivé. Comme j'ai éliminé une marionnette, on va tasser les autres. Le nombre de figurines est toujours égal, fait qu'on ne touchera pas à ça et on fait 2 points d'expérience. Si plus tard je réussis à éliminer une autre marionnette, ben là, dans la rangée du front, ils vont tomber en infériorité numérique, fait qu'on va prendre la première figure de la rangée du fond pour l'amener à la rangée de l'avant, pour que ça soit toujours en égalité le nombre de figurines avec l'avantage à la rangée du devant. Fait que ça, c'est comme ça, grosso modo, que le tour du jeu va continuer. Fait que si, par exemple, si je continue un exemple, et là, il restait un cube bleu, disons, de disponible, et ça devient au tour du joueur du docteur, ben il dit, moi aussi, je vais prendre cette action-là, donc il va prendre 2 cubes bleus, il va se rajouter un 3e cube bleu lui aussi, on va prendre un rouge, un jaune et un noir pour le mal. Il va lancer les cubes dans la tour. Les cubes vont tomber comme ça, fait qu'on voit qu'il y a certains effets qui vont se déclencher. En premier, on regarde du côté du mal. Rouge, je n'ai aucun cube. Jaune, j'ai 2 cubes. Il reste une seule marionnette. Nous subissons donc 1 point de dégâts. Ensuite, noir, j'ai bien 3 cubes. 1, 2, 3. Fait que l'effet du rider se déclenche. Le rider il me dit j'ajoute un jaune et un rouge dans le field pour chaque rider présentement qui reste à la fin du tour. Fait qu'on va se rappeler un rouge et un jaune pour chaque rider qui reste. Présentement, il en reste 2. Si on ne réussit pas à les tuer, on va rajouter ça dans le champ pour le début du prochain tour. Ensuite, le docteur peut prendre son action. Son action, a dit, je fais une blessure pour chaque bleu que je dépense du field. Et chaque bleu que je dépense de la crypte fait 4 blessures à la place. La crypte, c'est ça ici. Le field, c'est tout le terrain. Fait que je pourrais infliger 2 dégâts à l'une des 2 cibles en avant. Si j'avais été comme ça, j'aurais pu faire un 5 de dégâts. Puis là, je les sépare comme jeu. Fait que j'aurais pu éliminer la marionnette qui reste, frapper le rider, commencer la marionnette, etc. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on claire l'étage. Évidemment, il y a plusieurs petites choses qui vont venir s'accrocher autour de ça pour l'expérience. La première de ces petites particularités-là, ce sont les actions génériques. Les actions génériques, il y en a 3 qui sont disponibles dans le jeu. Il y a une action d'attaque qui est un cube bleu, un cube de la couleur de notre choix, qui va nous permettre de faire une petite attaque de base si on n'a rien d'autre à faire. On a une action d'aide, qui est une action qui peut être très pratique, qui va nous permettre de lancer 4 cubes de la couleur de notre choix dans n'importe quelle combinaison qu'on veut à l'intérieur de la tour, mais on saute notre tour. Mais par contre, ça nous permet de préparer le tour prochain de notre allié avec beaucoup d'efficacité. Et finalement, on peut faire une action de regroupement qu'on ne fait pas souvent, mais qui peut être très efficace quand on la fait, où on enlève tous les cubes qui sont sur le plateau. Fait qu'on enlève tous les cubes qui sont dans la crypte, fait qu'à l'intérieur du petit carré-là, on enlève tous les cubes qui sont dans la tour et on enlève tous les cubes qui sont sur le champ. On vide ça. Puis ensuite, par contre, on va monter le jeton de péril de
4 si on décide de faire ça, mais des fois, ça peut empêcher beaucoup de combos de notre adversaire de se déclencher. Deuxième petite particularité, les cartes de statut. On l'a vu tantôt, certains effets peuvent nous donner des statuts négatifs. Cursed, Weakened, Stricken, Incapacitated. Si j'en ai un, disons que je suis Stricken, on va révéler la carte puis on va la mettre en jeu. Et on va piger un nombre de jetons de statut équivalent à la valeur qu'on a été. Fait que si je suis Stricken 2, ben je vais piger 2 jetons au hasard Stricken que je vais révéler. Les jetons vont me donner des couleurs de cubes. Et tout simplement, l'effet va m'amener un effet négatif, évidemment. Pour chaque statut que j'ai, on va subir un wound au début de mon tour. Fait que comme j'ai 2 statuts dessus, ben, à chaque fois ça va revenir à mon tour de jeu, on va aller subir 2 wounds sur la piste de Party Wounds, éventuellement causant notre défaite. Comment on fait pour enlever les statuts? Le docteur peut avoir des cartes pour les enlever, certains joueurs peuvent avoir des habiletés spéciales qui permettent de les enlever, mais surtout, à notre tour de jeu, on peut dépenser des cubes. Une fois qu'on a lancé les cubes, après avoir lancé les cubes, on peut dépenser des cubes sans autre effet que d'enlever les jetons. Fait que comme ça, c'est un gris, je peux dépenser un cube de la couleur de mon choix pour l'enlever. Comme ça, c'est un vert, je pourrais dépenser un cube vert pour enlever ce statut-là. Quand on les a tous enlevés, on peut retourner la carte à son deck de statuts. Je précise que ça, c'est en plus de notre action. On n'est pas obligé de prendre notre tour pour enlever les statuts. Mais au moment, après avoir lancé, disons, mes 2 cubes bleus et mon cube gris, mon cube de la couleur de mon choix pour faire l'effet de cette carte-là, en plus de faire l'effet de cette carte-là, je pourrais sacrifier des cubes qui sont présentement disponibles dans le champ pour enlever des jetons de statut. Ici, on va avoir 2 pistes super importantes pour avoir une chance de gagner une game de Stygian Society. D'abord, on a la piste de chance. À chaque fois qu'un effet de jeu nous dit qu'on gagne un ou plusieurs points de chance, on fait tout simplement avancer ce marqueur-là. Si on est au-delà de 5, on ne peut pas en gagner davantage. Et pendant notre tour de jeu, au moment de résoudre nos actions, donc après avoir lancé nos dés qui correspondent à l'action qu'on a choisie, on peut dépenser de la chance pour créer de façon virtuelle des cubes de la couleur de notre choix. Donc, si je reprenais mon exemple du chevalier que j'ai fait précédemment, j'ai dépensé 2 cubes bleus pour faire une attaque de 3 et j'étais à 4 de chance. Je sais que pour chaque 2 cubes supplémentaires, je peux augmenter mes dégâts de 2. Fait que je pourrais dépenser 2 de chance pour me rendre à 5 de dégâts et dépenser 2 de chance pour me rendre à 7 de dégâts pour battre, disons, un gros boss ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est pour la chance. La deuxième chose, c'est l'expérience. Ce jeu-là a un système particulier de gain d'expérience. Je l'ai déjà dit, à chaque fois qu'on bat des monstres, on va aller gagner la valeur en expérience du monstre qui est indiquée en haut à droite sur sa carte. Fait que, par exemple, le Wizard Eyes me donne 1 point d'expérience à chaque fois qu'on en bat 1. Au fur et à mesure qu'on gagne l'expérience, on monte ça ici. L'expérience est collective, n'appartient pas qu'à un seul joueur. Et dès que le jeton le plus en arrière rejoint celui qui est le plus en avance, on gagne un niveau. Quand on gagne un niveau, soit dit en passant, il n'y a pas d'expérience perdue. Fait que si j'étais comme ça à 7 sur 8 et nous gagnions, disons, 3 d'expérience, ben je ferais 1, je retourne à 0, 2, 3. Et à chaque fois qu'on gagne un niveau, l'objectif d'expérience va augmenter de 1. Fait que dans mon exemple ici, je viens de faire mon premier niveau en faisant 3 d'expérience. Fait que j'ai déjà accumulé 2 d'expérience pour mon deuxième niveau, puis mon deuxième niveau va me coûter 9 au lieu de 8. Quand on monte de niveau, on a 2 options. Ici, j'ai mes cartes de chevalier qu'on a vues précédemment. Fait que si je monte de niveau, mon option numéro 1, c'est d'aller voir parmi toutes les cartes d'un niveau que je possède déjà, comme j'ai une compétence niveau 1, ça veut dire par toutes les cartes de niveau 1, et de choisir celle que je veux. Option numéro 1. Option numéro 2, je vais choisir toutes les cartes d'un niveau supérieur à un niveau que je possède déjà. J'ai les cartes de niveau 1, donc je peux aller prendre toutes les cartes de niveau 2. Il y en a 5, je les brasse au hasard, j'en pige une. C'est mon nouveau pouvoir du niveau 2 que j'ajoute. Fait qu'à partir de maintenant, mon chevalier va avoir une nouvelle habileté spéciale qui dépend des cubes verts que je vais pouvoir faire. C'est la même chose de l'autre côté, c'est juste l'image qui change. La prochaine fois que je vais monter de niveau, fait que si on monte de niveau encore, on se rappelle qu'on avance ça à 10 puis on recommence sur cette piste-là. La prochaine fois que je vais monter de niveau, comme j'aurai une compétence niveau 1 et une compétence niveau 2, mais je vais avoir le choix. Soit je choisis la compétence de mon choix au niveau 1, soit je choisis la compétence de mon choix au niveau 2, soit je choisis une compétence niveau 3 au hasard. Puis une fois que je vais avoir la compétence de niveau 3, ben là, je vais pouvoir choisir n'importe quelle compétence dans mes niveaux suivants parce qu'il n'y a que 3 niveaux de compétences. Mais il y a 5 ou 6 compétences de niveau 1, 5 ou 6 compétences de niveau 2, puis 3 ou 4 compétences de niveau 3. Fait qu'il y a quand même différentes façons de
d'augmenter les capacités de son personnage. Parlons-en plus en détail de ces dites compétences-là. Comment fonctionnent-elles? Ben, on l'a déjà vu, certaines compétences sont des habiletés passives. Fait que par exemple, si je gagne cette habileté-là, ben, le nombre de wounds maximum qu'on peut avoir, fait qu'au lieu d'être à 25, on va tomber à 27. On va avoir un petit peu plus de points de vie. Certaines habiletés ont un petit bouclier comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que si je possède cette habileté-là, j'ai un bouclier. Pendant mon tour de jeu à moi et seulement pendant le mien, tous les dégâts que le groupe recevra sera réduit de 1 par bouclier qui est présentement visible devant moi. Fait qu'au fur et à mesure que je monte de niveau, ça se peut que je fasse apparaître d'autres symboles de bouclier devant moi. On se doute, c'est surtout le chevalier ou la chevalière qui a cette habileté-là. Deuxième chose, on va avoir des habiletés support. Les habiletés support ressemblent à ceci. Je peux déclencher l'effet à n'importe quel temps, pas juste pendant mon tour de jeu à moi, ça peut être pendant le tour de jeu d'un allié. Puis ça va dépendre des habiletés et ensuite qu'est-ce que ça fait. Fait que, je pourrais prendre cette habileté-là pour amener une cible qui est dans le front, hein, dans le champ arrière, à l'amener sur la ligne en avant pour qu'un allié puisse taper dessus, par exemple. Quand on utilise une habileté de support, on va la taper, on va la mettre de côté et elle va se réactiver quand nous allons monter de niveau. Fait que la prochaine fois qu'on monte de niveau, toutes les habiletés de support qui sont présentement sur le côté vont se redresser pour être disponibles une nouvelle fois. Fait que chaque habileté de support est disponible une fois par niveau. Et finalement, ben on l'a vu tantôt, on va avoir des habiletés actives. Les habiletés actives, parfois il va y avoir l'icône, si je prends par exemple ces deux-là, parfois, il va avoir l'icône comme ça ici. Ça veut dire que quand je décide d'utiliser cette habileté-là, c'est mon action pour le tour. Ça me dit combien de cubes que je drop, mais l'action, je vais la taper. Tandis que celle-là ici, ben, je peux l'utiliser à tous les tours parce qu'il n'y a pas d'icône pour la taper. Fait que je peux l'utiliser tant que je veux. Chaque fois que ça revient à moi, je peux utiliser cette action-là, cette attaque-là. Fait que, évidemment, chaque deck de cartes, chaque héros a un deck de cartes très différent les uns des autres. Mais tout le monde a des actions qui dépendent des cubes blancs, des cubes verts, des cubes bleus. Fait qu'on peut se construire de différentes façons pour essayer de créer des synergies à l'intérieur de notre équipe. La prochaine étape, que se passe-t-il une fois qu'on réussit à faire un étage? Ben, une fois qu'on a battu, ici dans mon cas, j'avais 3 marionnettes de Rider. Fait qu'une fois, au fur et à mesure qu'on tue les bonhommes de même et qu'on les envoie un peu partout dans la pièce, valser, quand on a fini d'éliminer toutes les cibles, puis selon le péril qui monte, ça se peut qu'il y ait eu d'autres monstres qui soient apparus. Par exemple, on voit ici, je me suis rendu à 13 de péril sur l'étage. À 4 de péril, on a été week-end. À 8 de péril, on a été week-end encore. Mais à 12 de péril, il y a une marionnette qui est apparue. Fait qu'il a fallu qu'on la batte elle aussi. Quand on termine un étage, on va gagner un nombre de cartes trésors correspondant au nombre d'icônes qui est ici. Fait qu'on voit ici, j'en ai juste un. Fait que je vais aller piger une carte chest pour voir si le coffre était piégé. Quand je la révèle, je vais aller regarder le chiffre qui est ici. Si ce chiffre-là il est inférieur ou égal au péril actuel, fait que dans mon cas, mon péril est à 13, fait que le chiffre est inférieur ou égal, le trésor, l'effet de piège se déclenche. Fait que quand je l'ouvre, je sens quelque chose qui me regarde, je vais dropper tous les cubes noirs dans le champ, je vais dropper tous les cubes noirs dans la tour. Puis, comme d'habitude, quand je prépare un nouvel étage, je vais clairer le champ. Fait qu'on va enlever tout ce qui est dans le champ. Mais comme on ne claire pas la tour entre les étages, ça veut dire que tous les cubes noirs qui restent pris dans la tour vont être là pour le prochain étage. Et là, il y a un paquet d'effets différents. Fait que si j'avais pigé, par exemple, cette carte de péril-là, elle se serait déclenchée. Mais si j'avais pigé cette carte de coffre-là, elle ne se serait pas déclenchée parce que le chiffre est plus haut que la valeur de péril. Fait que plus on a eu de la misère dans l'étage, plus il y a de chances que les coffres aient des effets négatifs avant qu'on les trouve. D'une façon ou d'une autre, à moins que la carte chest me dise spécifiquement de ne pas aller ouvrir de coffre, d'une façon ou d'une autre, on va aller piger 2 cartes trésor par icône qui est là-dessus. Fait qu'on pige une carte chest et 2 cartes trésor par icône là-dessus. Les cartes trésors, ben là, on va avoir un paquet de choses. Si on a cette icône-là, ça veut dire qu'on le donne à un membre de notre choix. C'est une espèce de trésor de groupe qu'on va pouvoir utiliser collectivement. S'il est comme ça, il faut le donner à un joueur spécifique, puis c'est juste lui qui va pouvoir l'utiliser. Ça fonctionne comme des nouvelles compétences. Fait que des fois, c'est des effets que je vais faire en réponse à d'autres choses. Des fois, c'est des habiletés de support que je vais taper au début de mon tour pour faire l'effet qui est écrit dessus. Des fois, c'est des habiletés passives qui sont toujours disponibles. Fait qu'il y a un paquet d'effets de trésors différentes qui peuvent avoir, que je rajoute à... C'est comme si je gagnais des nouvelles compétences. De façon générale, il y en a quelques-unes qui se dépensent pour, par exemple, se guérir de points de vie, des potions de soins, des trucs comme ça, mais il y en a beaucoup qui restent en jeu le restant de la partie. Puis une fois que si mon étage est éclairé, on monte sur la tour, comme ça ici. Notre héros va monter sur le 2e étage de la tour.
et on va piger la carte pour le deuxième étage. Fait qu'on va faire exactement le même setup. On va aller placer les monstres qui sont ici. Cette fois-ci, j'ai des rouges et des noirs. Les rouges, ce sont des lurkers. Les noirs, ce sont des sirens. De façon générale, il y a toujours juste 2 couleurs d'ennemis. Cet étage-là va aussi lancer un cube, un rouge, un jaune, un noir à chaque fois qu'un héros va prendre une action. J'ai la façon dont le péril va progresser pendant la partie. On va gagner une carte de chest et 2 cartes de trésor si on réussit à éclairer cet étage-là. Quand il est éclairé, on s'en va au mini-boss. Le mini-boss fonctionne à peu près de la même façon. Chaque carte mini-boss est un étage en tant que tel. Fait qu'on en pige un au hasard. Disons que je pige lui. Fait que j'ai les Sentinelles de la mort, de Deathless Sentinels. Il va avoir son setup ici. On dit que le Sentinelle est considéré comme étant dans les 2 flancs. Fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de figurines. Lui, il n'y a pas d'autres ennemis qui sont dessus. S'il y avait eu des ennemis, il aurait été imprimé directement dessus. Mais lui, il n'y en a pas d'autres. On m'explique comment lui fonctionne pour sa gestion des cubes. On me dit il y a combien de points de vie. On me dit il donne combien de points d'expérience. Il en donne beaucoup. Lui, il va me faire piger 2 cartes chest, donc 4 trésors à la fin de la partie. Et surtout, quand on bat le boss demi-niveau, on va le virer de bord. Puis il y a un petit effet qui va s'appliquer. Defeated. Il y a un effet qui va s'appliquer le reste de la partie. Je vais vous laisser les découvrir. Chaque mid-boss a son propre effet. Ce qui est important, c'est qu'après avoir battu le mid-boss, on était rendu à l'étage 3 de notre tour. Je vais mettre ça juste ici pour qu'on le voit. Fait qu'une fois que j'étais rendu au mid-boss, j'étais à l'étage 3. Quand on bat le mid-boss, on s'en va à l'étage 4. Puis à l'étage 4, on change de deck de cartes. Fait que pour les pièces, on les pige plus dans le deck bleu, on les pige dans le deck pourpre. Et là, on va avoir des ennemis différents qui vont être un peu plus forts. Il peut y avoir plus de trésors qui sont donnés, les effets ici vont être plus méchants, les étages vont être un peu plus difficiles. Fait qu'il va y avoir, puis là, il y en a beaucoup des cartes différentes. Fait qu'on n'a pas à s'en faire, on n'en manquera pas. Fait qu'on pige une carte pour l'étage 5, l'étage 4, dis-je, on pige une carte pour l'étage 5. Quand je claire ces 2 étages-là, j'arrive à l'étage 6. Et quand j'arrive à l'étage 6, comme je l'ai dit tantôt, on va battre le sorcier. Fait que comme un mid-boss, le sorcier marche exactement de la même façon que le mid-boss. J'en pige un au hasard. Il va avoir ses bonhommes à placer sur le côté comme ça ici. Il va me dire comment il fonctionne avec tous ses cubes. Il a sa propre fiche de péril. Il a ses points de vie. Lui, il n'a pas d'expérience, rien, parce que si on le bat, on gagne la partie. Fait que c'est ça, c'est comme ça qu'on va rouler jusqu'à temps qu'on batte lui. Puis lui, dans la boîte de base, il y a 5 boss différents, il y a 5 mid-boss différents, puis il y a à peu près 20 types d'étages différents dans chaque deck d'étages. Voilà ce qui met fin aux explications de Stygian Society, ce jeu de Advanced Primate Entertainment. J'espère que ce fut clair pour toi. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense d'abord au niveau des composantes? On a des composantes de bonne qualité, pas extraordinaire, mais de bonne qualité. Les cartes, le visuel, j'ai trouvé super intéressant. Un visuel qui est hors fantasy un petit peu. On est dans le fantasy, mais pas dans le générique, dans quelque chose d'un petit peu différent, avec des monstres différents qu'on n'est pas habitué de voir. Un visuel pour les héros qui est différent, qu'on n'est pas habitué de voir non plus. Le chevalier a plus l'air d'un mousquetaire que d'autres choses. Fait que ça, j'ai bien aimé ça, avec le fait de pouvoir prendre Goffy pour chaque personnage. J'ai bien aimé ça, les jetons de bois classiques, mais bonne qualité. Les cubes translucides, très bonne qualité aussi, sans être exceptionnel. Les figurines, c'est une décision que j'ai beaucoup aimée. La petite figurine qui représente les vilains qu'on va rencontrer tout au long de la partie. J'ai aimé qu'on y aille avec une décision d'avoir des figurines génériques, que peu importe si on flippe une carte rouge, on prend des figurines rouges tout simplement pour les représenter. Ça accélère le placement de chaque étage, ce qui est intéressant parce qu'on place quand même 6 étages tout au long de la partie. Ça, c'est intéressant. J'ai pas trippé sur la décision sur ces cartes-là de mettre ça sur 2 sens différents, d'avoir les vilains qui sont dans ce sens-là, puis le texte qui est dans ce sens-là. J'aurais mieux aimé que le texte prenne toute la largeur puis que la ligne de vilain soit juste en dessous. Ça aurait été plus clair, le front-rear. Surtout qu'on fait référence beaucoup dans les règles et sur les cartes à avant-arrière et non pas à gauche-droite. Fait qu'il faut vraiment penser que les vilains sont comme ça. Ça peut être un petit peu mêlant des fois. Mais c'est des petites picadilles. Le reste des composantes, c'est des bonnes choses. Évidemment, la composante principale, c'est la tour. Là, je la tiens comme ça parce que la mienne n'est pas collée, mais on peut tout à fait la coller. La tour fait ce qu'elle a à faire, c'est très clair, c'est très efficace. Je ne suis pas clair, mais c'est très efficace de la façon dont elle fonctionne. Comme une tour est censée fonctionner dans ce type de jeu-là. Fait qu'elle retient la plupart des cubes, elle retient certains cubes, dis-je, la plupart passent. Mais ça amène assez de
variété d'un tour à l'autre pour qu'on soit pas tout à fait certain après quelques tours de jeu ce qui va se passer dans les différentes actions qu'on va prendre. Je précise aussi que la boîte est prévue pour que la tour rentre dedans. Ça prend une petite affaire de manipulation pour la placer, je ne le ferai pas devant vous autres, mais la tour rentre, fait qu'on n'a pas besoin de la défaire pour la refaire à chaque fois, ce qui va améliorer la durabilité du jeu sur le long terme. Au niveau du gameplay, c'est un jeu que j'attendais beaucoup et c'est un jeu qui ne m'a pas déçu, je suis très content. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la mécanique de l'utilisation des cubes. Le fait de lancer une batterie de cubes, de regarder comment le mal va gérer ces cubes-là. On est obligé de lancer le même nombre de cubes pour le mal à tous les tours de jeu à chaque fois que nous on joue. Puis de façon de voir comment le mal va gérer, fait qu'on peut essayer de se prévoir. Je sais qu'il y a 2 cubes rouges de sortie, je suis pas mal certain qu'il en reste un dans la tour, là, je sais que je vais en lancer un autre, fait que j'ai une chance que l'effet à 4 cubes rouges se déclenche. Est-ce que je peux faire quelque chose pour me préparer à ça? Je trouve ça super intéressant, je trouve ça très intéressant aussi l'interaction qu'il y a entre les joueurs. Parce que pratiquement toutes les actions du jeu me demandent de mettre un certain nombre de cubes de la couleur que je veux selon l'action que je prends. Dans le cas du chevalier que je vous ai montré tantôt, c'est 2 cubes bleus, mais un cube de la couleur de mon choix. Fait qu'est-ce que je vais essayer de booster mon action davantage? Est-ce que je vais essayer de commencer à préparer l'action du gars qui va jouer après moi? Est-ce que je vais essayer de commencer à préparer l'action du docteur qui va jouer dans 3 tours? Mais qu'il y a besoin de beaucoup de cubes blancs. S'il y a plein de cubes blancs, il peut faire une grosse action de soin. Fait que tout le monde va mettre un peu de cubes blancs en plus de son action pour que le docteur puisse faire une énorme action de soin. Ça, cette interaction-là, je la trouve vraiment très intéressante. Je trouve ça intéressant comment son personnage se construit. On commence avec une carte de compétences, puis à la fin, on a à peu près 10. On a 5-6 cartes des niveaux qu'on a été achetés. On va faire facilement 5, 6, 7 cartes de niveau pendant la partie. Puis on va faire 2, 3, 4 cartes trésor aussi, fait qu'on va avoir beaucoup d'habiletés différentes qui peuvent se déclencher en fin de partie. Des fois, c'est même un peu difficile à s'y retrouver tellement qu'on a d'affaires différentes qu'on peut faire 3-4 habiletés passives, 3-4 habiletés qu'on peut faire sur le side, des habiletés de support, des actions qu'on peut prendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est intéressant comment notre personnage se construit. Cette combinaison de ces deux aspects-là, la construction de mon personnage et l'utilisation des cubes, font que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il y a juste assez d'hasard dedans, parce que la plupart des cubes sortent. Fait qu'on a une bonne prédiction de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par tour, mais des fois on est badlocké, puis nos cubes restent tous pris dans le tour, puis là, tous les cubes du mal qui étaient pris depuis 2 tours sortent en même temps. Des fois c'est l'inverse. C'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup la mécanique de la chance à l'intérieur du jeu. J'aime beaucoup la façon dont l'expérience marche. C'est simple mais efficace. Fait qu'il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas dans le jeu. Mais il y en a une. Puis c'est quand même un gros morceau. C'est la rejouabilité. Dans la boîte de base du jeu, il y a juste 4 personnages. Les 4 personnages ont 5 ou 6 cartes niveau 1, 5-6 cartes niveau 2, puis 3-4 cartes niveau 3. Puis comme j'ai dit, tu en débloques facilement, sur les 15 cartes que tu peux avoir, tu en débloques facilement la moitié dans une partie. Ce qui fait que quand ça fait 2-3 parties que tu joues avec ce bonhomme-là, tu as l'impression que tu as fait le tour de ce bonhomme-là. Moi, j'ai du plaisir quand même à rejouer à ce jeu. J'ai joué à peu près 10 parties, j'ai essayé chaque bonhomme au moins 2 fois. J'ai encore du plaisir à jouer avec le jeu, mais j'ai plus le sentiment agréable de la surprise, de la découverte de comment mon personnage va évoluer la première fois. Puis avec certains des personnages, entre autres avec le chevalier, j'ai une ligne directrice. Je sais que ça va être plus facile de gagner si je débloque ça dans tel ordre. Fait que la première affaire que je fais quand je débloque une carte niveau 2, elle est au hasard, puis si c'est pas celle que je veux, le niveau d'après, je prends celle que je veux, puis ensuite je m'en vais vers le niveau 3, etc. Fait que s'il y avait eu 10-12 cartes de compétences par héros, ou s'il y avait eu plus que 4 héros, ça aurait été un jeu quasi parfait, mais ce manque de profondeur-là au niveau des héros vient enlever un petit peu le plaisir au niveau de la rejouabilité. Là, évidemment, je parle de quelqu'un qui a joué 10-12 parties à peu près du jeu. Si vous ne pensez pas jouer autant que ça, ça peut être un excellent choix, surtout qu'il n'est pas si cher que ça en magasin pour la qualité de ce qu'on a à l'intérieur. Toujours au niveau de la rejouabilité aussi, une des petites choses qui est dommage, c'est que le jeu, il n'y a pas d'ajustement selon le nombre de joueurs. On te dit dans le livre de règles, joue au moins à 3 joueurs. Il y a des façons de s'ajuster si on veut jouer à moins que 3, puis on dit joue pas seul, il est trop difficile, parce que le jeu ne s'ajuste pas. Si tu joues à 2, tu vas monter le nombre de points de vie maximum que tu peux, le nombre de blessures maximum que tu peux recevoir avant de mourir. Tes personnages vont commencer avec 2 ou 3 compétences au lieu de 1. Des trucs comme ça, mais on dit joue au moins à 3 joueurs. Idéalement à 4. Ça veut dire que si vous jouez à 2, vous allez probablement prendre 2 personnages chaque, ce qui se gère relativement bien. Si tu joues solo, on va te suggérer de prendre 3 personnages, mais ça commence à être lourd à charger, parce que comme je te disais tantôt, au début de la game, ça va bien. Mais en fin de partie,
Fais-toi un système pour être bien clair c'est autour de qui a quoi comme habileté, parce que chacun de tes personnages va avoir à peu près 10 cartes devant soi qu'il peut utiliser en même temps. Ça peut être beaucoup à gérer. Ça se gère quand même assez bien, parce que tout est disponible tout le temps. Tu piges pas t'as pas des mains de cartes à gérer, tout est là. Tu vas juste taper les affaires que tu utilises. Mais c'est quand même beaucoup à gérer. Puis ce que ça fait, comme tu as peu de personnages disponibles dans le jeu et que tu dois en utiliser au moins 3 par partie, ben ça accélère le fait que tu as l'impression de passer au travers des personnages rapidement, de vider rapidement le potentiel de rejouabilité du jeu. Ça, c'est un petit peu dommage. Avec la version Kickstarter, il y a un 5e personnage. Ça règle un petit peu le problème, mais c'est pas énorme. Mais comme je le disais tantôt, s'il y avait eu 8, 9, 10 personnages ou que les personnages avaient eu 10, 12 compétences de chaque niveau ça aurait été excellent, magnifique comme jeu, mais là, il y a un petit problème au niveau de la rejouabilité. C'est un jeu que je recommanderais beaucoup quand même, qui est très intéressant, mais qu'on va cette année probablement, après 10 à 15 parties jouées, on va avoir l'impression qu'on a fait le tour, puis on va peut-être vouloir passer à d'autres choses, à moins qu'on tripe vraiment particulièrement sur la mécanique de la tour. Je vais finir en disant que je sais qu'il y a 2 expansions qui existent pour le jeu. Moi, je suis chanceux, je les ai pris sur le Kickstarter, je les ai. Et les extensions viennent vraiment ajouter une rejouabilité extraordinaire au jeu. Fait que si ces extensions-là sortent en magasin, puis c'est quelque chose, je sais pas si ça va sortir, mais s'ils sortent en magasin, les deux, je les recommanderais beaucoup, puis les deux ils ont des mécaniques très différentes. Il y en a une qu'au lieu d'être dans un donjon, dans une tour avec un méchant magicien en haut, on est dans une librairie avec un méchant libraire en haut. Puis on va se promener à travers une collection de romans. Puis une fois qu'on va avoir réussi à comprendre les mystères de ce roman-là, on va débloquer un personnage à l'intérieur de ce roman-là. Fait qu'une fois qu'on débloque le livre de Peter Pan, il peut y avoir Peter Pan ou Captain Crochet qui vient dans notre équipe, qui est représenté par des cartes, puis des habiletés, puis des cubes qu'on peut placer. Il peut y avoir Frankenstein, Mary Shelley, il peut y avoir... C'est toute la littérature, je dirais justement de 1500 à 1900. Fait qu'on on a du Sherlock Holmes, on a plein de titres de littérature que j'ai trouvé intéressant de voir. Nemo, du Jules Verne, etc. Du A.G. Wells, plein de trucs comme ça, qu'on n'est pas dans la littérature moderne. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis il y a une autre extension où on est des espèces d'inventeurs au tournant de 1900. Fait que l'autre extension, là, on est dans un univers steampunk, littéralement. Fait qu'avec l'électricité, il y a un 4e cube qui est le cube d'électricité, une énergie électrique. Puis il y a toute une mécanique qui tourne autour de ça. Fait que les 2 extensions vont vraiment dans 2 univers complètement différents. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Puis ça rajoute beaucoup à la rejouabilité du jeu. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je les recommande si elles sont disponibles. Mais sinon, le jeu de base, pour le prix qui est, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. C'est juste qu'il n'y a pas de rejouabilité infinie. Cela étant dit, j'espère que ça t'a aidé à te faire une tête, un choix, une idée sur ce jeu-là. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, ainsi qu'à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram, et à nous supporter sur Patreon pour qu'on continue de fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Je vais réussir à le dire sur ça. Ciao, à la prochaine. Bye.